La Nouvelle-Calédonie, une terre de contraste posée au cœur du Pacifique Sud. Quand on évoque cet archipel préservé, c'est d'abord l'image de son lagon paradisiaque qui nous vient à l'esprit. Un lagon immense qui, parole de Calédonien, est le plus beau lagon du monde. Et puis, on pense à ses forêts, parsemées de niaoulis, ses cascades grandioses et la culture du peuple kanak, témoin d'une histoire millénaire. Toute cette richesse exceptionnelle puise sa force dans l'eau. De la plaine des Grands Lacs aux mangroves de la côte ouest, l'eau irrigue les vallées, façonne les paysages et fait vivre une biodiversité unique dont près de 80% est endémique. Une telle abondance donne l'illusion qu'elle ne manquera jamais. Et c'est peut-être là le piège, car l'eau n'est jamais acquise. Sa répartition inégale, l'exploitation minière ou encore les effets du changement climatique nous rappellent combien cette source de vie est à la fois précieuse et vulnérable. Je suis David Bilbao, arrivé presque par hasard ici il y a 11 ans. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi rencontrer celles et ceux qui veillent sur l'eau comme on veille sur un être cher et qui voient en elle un trésor inestimable à préserver. Bienvenue dans Les Gardiens de l'eau en Nouvelle-Calédonie, un épisode du podcast L'eau, notre bien commun. Allez, c'est parti, on y va. Pour commencer ce podcast, on part tout de suite à Poya, une commune située à 209 km de Nouméa. Là-bas, nous roulerons jusqu'à Nétéa pour rencontrer Reine Pourudeux. Reine a simplement et littéralement sauver sa rivière. Et quand on m'a demandé de réaliser un épisode sur l'eau et ses gardiens ici, en Nouvelle-Calédonie, j'ai immédiatement pensé à elle. Alors ça fait très longtemps que je ne suis pas venu ici et du coup je suis un peu perdu. Alors je vais appeler Reine pour qu'elle m'aiguille. Oui, bonjour. Ouais, bonjour Reine, c'est David. Oui, bonjour. Je suis perdu là. Je suis sur le grand pont au-dessus de la rivière. Comment je fais pour venir ? C'est juste après le deuxième pont, tournez à gauche. Bonjour Reine. Ça va ? Ouais, ça va et toi ? À 30 ans, Reine a fait un choix fort. Retourner vivre dans sa tribu kanak pour y ouvrir un gîte, seule. Mais c'est son combat pour l'eau qui l'a rendu incontournable. Quand la rivière en contrebas a commencé à se tarir, Reine a décidé d'agir. En plantant des milliers d'arbres aux racines profondes, elle a retenu la terre, freiné l'érosion et offert un nouveau souffle à ce cours d'eau fragile. Tu es celle qui a sauvé sa rivière. Parce que c'était par rapport à mes petits-enfants qui aimaient bien se baigner. Donc on descendait à la rivière pendant les inondations, quand l'eau elle est bien forte. On s'amuse à enlever le sable avec le courant. En effet, les hauteurs alentours ont été le terrain d'exploitation minière durant de nombreuses années, laissant derrière elles un sol nu, érodé, à la merci des intempéries. Chaque pluie amenant son lot de sable qui petit à petit obstruait la rivière. C'est marrant parce que tu dis on s'amusait, c'est-à-dire que vous preniez ça, vous disiez ok, il faut qu'on enlève le sable, mais vous le faisiez comme un jeu au début. Oui, c'était un jeu au début. Et puis après, on s'est rendu compte que il va falloir faire quelque chose parce que on va la perdre cette rivière si on ne fait rien. Si on fait rien, on va la perdre. Et donc là, tu t'es dit le problème vient d'au-dessus. Et justement, ce qu'on va faire, si t'es ok, on va monter et tu vas me montrer un petit peu la mine et là où tu as planté les arbres. Et... Ça te va ? Ah, ok. On y va ? On y va. Allez. Il y a des étages qui sont faits là. On voit des îlots de végétation. Donc ça, c'est ça que vous avez planté ? Oui, on a planté un peu partout. C'était que du caillou. Mais après, j'ai demandé à Maleva. C'est une association environnementale locale. Oui. Tout comme Calédo-Clean, tu les as sollicités et ils sont venus te donner un coup de main ? Oui, ils ont essayé d'amener de leur pépinière tous les arbres qui poussent sur les massifs miniers, quoi. Toi, aujourd'hui, Reine, sous ton impulsion et parce que tu t'es retroussé les manches, grâce aux associations qui t'ont aidé, eh bien aujourd'hui, ce sont près de 10 000 arbres qui ont été plantés, des arbres endémiques, parfaitement adaptés à ce sol ultra spécifique. Et aujourd'hui, grâce à tout ça, eh bien, tu as pu donner un sursis à ta rivière. Ah, c'est bien, là, on entend bien la rivière qui coule, la fameuse. Ouais, mais elle coule bien, là. Là, il faut qu'on traverse la rivière, là.
Ouais. Alors attends. Ouais, Ouais, ok. Faut pas que je tombe avec le micro. Hein. Oui, c'est ça aussi. Allez, on y va. Ah oui, il y a du taro, des bananiers, des chouchous, des papayers, des ignames, des plantes aromatiques là-bas, plein de fruitiers partout, du choucanac. C'est l'opulence ici. Hein. Ça fait des années que j'ai jamais vu comme ça l'eau. Maintenant, j'ai mis du taro. C'est pour ça que c'est ouvert comme ça. Donc tout ça, c'est possible, encore une fois, grâce à la rivière qui est là. Oui. Et aujourd'hui, tu arrives à fournir les repas de ton gîte. Tu te sers quasiment que ici. Oui, là et puis l'autre côté, là-bas. Pour nous, c'est important. C'est dans le mode de vie kanak, c'est ça. Hein. Mais c'est ça aussi, c'est un bonheur hein, de partager les choses. Bah merci Reine. Merci à toi. Tata. Tata. Mon regard se tourne désormais vers un autre défi majeur, l'accès à l'eau potable. Direction le grand nord de l'île, vers la commune de Poum. Malgré des pluies abondantes, l'eau vient parfois à manquer pour les habitants du village. Mais c'est sans compter sur la vigilance de Fabrice, le gardien de l'eau, qui veille chaque jour à ce que tout le monde puisse en bénéficier. Bonjour Fabrice ? Oui. Ah, David. Ça va ? Oui. Enchanté du coup ? Oui, tranquille. Merci de m'accueillir dans ton fief, ici dans le Grand Nord. Voilà. Alors c'est vous, on peut se tutoyer ? Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est toi du coup Fabrice Tidjine, Voilà. le gardien de l'eau ici à Poum. On fait que de suivre les exemples de nos vieux et puis continuer le travail pour améliorer la condition de la population ici à Poum, c'est tout. Ce que Fabrice ne dit pas, c'est qu'il veille en permanence sur l'invisible. Forage, réservoir, nappes souterraines. Pour éviter que l'eau potable ne manque, une vigilance constante est nécessaire. Il m'emmène donc voir de près comment fonctionne un forage. Donc on a 3 forages qui ont été faits sur le pied de cette mine-là, qui a été rétrocédé à la commune de Poum. Et ce réservoir en tampon-là subit un traitement. L'eau qui y passe subit un traitement par filtration. Donc on a 2 gros filtres à sable derrière de 4 mètres de haut. Là. Et ensuite de là, l'eau est traitée et stockée dans un réservoir en tôle de 400 mètres cubes. Et là tu me disais en tout ça fait à peu près 800 mètres cubes de stockage permanent finalement d'eau propre. C'est suffisant ? On peut avoir, les habitants de Poum, ils ont une eau à profusion ? L'eau qui est pompée actuellement doit suffire. Mais comme on disait, on a aussi l'éducation qu'on doit apporter sur la maîtrise de l'eau. Donc c'est aussi bien nous au niveau des installations qu'on met, mais aussi bien la population au niveau de la consommation. Donc c'est ça qui a abouti à une facturation pour pouvoir à responsabiliser un peu tout le monde. Mais alors qu'on est dans un endroit où l'eau est un véritable enjeu, on le voit, c'est sec, c'est aride et il n'y a pas de nappe phréatique, et alors que les gens n'ont pas du tout l'éducation de la consommation de l'économie. Je pense que ça va venir. Hein. C'est un peu comme tout au départ. On n'a pas trop été sensibilisés sur ça au départ, nos anciens. Ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient. Et maintenant, nous, avec l'évolution, on arrive un peu à mieux expliquer les choses. Les gens, ils sont plus curieux des choses que l'on met en place. Donc, du coup, on informe tout le monde sur tout ça. T'es fier de ce que tu fais ? Ah oui, c'est un métier que je porte à cœur. Je ne pensais pas être un jour dans l'eau, mais voilà, c'est arrivé comme ça. Pour moi, il n'y a pas d'hasard, mais voilà, maintenant que j'y suis, j'essaye au maximum de partager. Je ne suis pas un avare aussi dans le partage des connaissances. Et puis que demain, les personnes qui soient aussi bien à l'île de Yandé ou l'île de Yedjeban savent réparer des tuyaux, savent les principes de récupérer les eaux pluviales, gérer des stations, entre guillemets, des surpresseurs. Voilà. C'est des petits outils qui sont là pour nous aider, mais avec l'évolution, on ne comprend pas forcément tout. Mais si nous, on peut amener un peu notre pierre à tout ça, ça permet aussi, on va dire, une petite amélioration dans la vie de tous les jours. Mais voilà, c'est la base, l'eau. Donc pour moi, la base, elle est là. L'eau douce façonne donc les vies, les usages et les paysages. Pour en savoir plus, je prends maintenant la route du Grand Sud pour explorer un écosystème rare et emblématique de Nouvelle-Calédonie, les dolines. Les dolines, ce sont d'immenses cuvettes creusées dans la roche qui retiennent l'eau de pluie et qui abritent une biodiversité exceptionnelle. Des plantes, des insectes et plein d'autres petits animaux qui n'existent parfois nulle part ailleurs.
C'est Nicolas Charpin, un hydrobiologiste qui connaît ces paysages comme personne, qui va être mon guide. Ah, je crois que je le vois déjà, il m'attend dans sa voiture. Alors moi je m'appelle Nicolas Charpin, je suis président et cofondateur de l'association Vie d'eau douce qui a pour but de valoriser la biodiversité des milieux aquatiques d'eau douce en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique Sud. Donc là par exemple, la plaine des lacs du Grand Sud où on est, c'est le plus gros réservoir d'eau douce de Nouvelle-Calédonie. Ça va être un vrai paradis pour les gens qui sont passionnés comme toi justement. À chaque fois que je viens, je suis toujours émerveillé par ces paysages. C'est vrai que j'ai un peu voyagé avant, pas beaucoup, mais j'avais jamais vu ça ailleurs. Et on a un coup de la végétation, c'est de la forêt dense, humide, avec des arbres qui sont immenses. Et puis après, il y a ce maquis minier là. Tiens, voilà, là tu as une petite doline sur la gauche, tu vois. Regarde, avec l'arbre en plein milieu, avec de l'eau limpide bleue. Et puis le fond de la doline qui est en terre rouge, donc il y a ce contraste de terre rouge, de plantes en plein milieu vertes et de cette eau bleue, quoi. Et voilà. On y est ? Voilà, on y arrive. Donc voilà, une vraie belle doline. Et puis en plus elle est bien pleine. Et en plus, elle est bien pleine. On est à la bonne période, là. Qu'est-ce qui les rend si spéciales pour toi? Parce qu'on sent que tu as une affection particulière pour ces endroits, pour ces dolines. Qu'est-ce qui les rend si spéciales? C'est des écosystèmes uniques. Uniques en Nouvelle-Calédonie. Les dolines, c'est quasiment le Grand Sud. Alors, on en retrouve quelques-unes ailleurs. Mais il faut imaginer que dans cette zone, il y a plus de 7000 dolines. Donc, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'est la magie de ce milieu où pendant 3 mois de l'année, la vie apparaît. Et dès que la saison des pluies se termine, tout disparaît et on ne retrouve plus rien à part un trou de cailloux. Et donc, si on veut profiter de cet instant présent quand elles sont en eau, c'est maintenant. Voilà, là, tu as la chance d'être devant. Si tu reviens dans un mois, il n'y aura plus rien. Waouh! Et tu m'avais parlé des Lynceus, on peut en voir? Alors, on va chercher un peu. Alors là, je vais te montrer. Tiens, là, il y en a un. Je vais essayer de l'attraper avec les mains. C'est pas rapide. Et je vais te le servir. Voilà. Donc voilà, ce petit crustacé. Ça fait 5 mm de diamètre. Et on le retrouve uniquement dans ces dolines temporaires, c'est-à-dire celles qui vont sécher. Et donc tu vas me dire comment il fait pour vivre quand il n'y a pas d'eau. Et en fait, c'est qu'en ce moment-là, ils sont en train de se reproduire. Donc ils vont pondre des œufs. Et tant qu'il n'y aura pas eu de période de sécheresse, les œufs ne vont pas éclore. Donc il faudra forcément la période de sécheresse qui va arriver là jusqu'à la fin de l'année. Et l'année prochaine, quand les pluies reviendront, que la doline se re-remplira de nouveau, c'est à ce moment-là qu'ils écloront. C'est vraiment des milieux importants pour la biodiversité, pour nous, pour l'accès à l'eau. Il ne faut pas oublier que tous ces marais, toutes ces plantes, ce qui purifie l'eau, c'est les plantes. Donc, et ça a un rôle à jouer aussi bien pour la limitation des crues, contre l'érosion des sols. Et ici, il y a de la vie particulière en plus qui s'y niche. Oui, on l'a dit, c'est quasiment que de l'endémisme, que du micro-endémisme. Donc il y a toute cette faune, cette flore qui si elle disparaît à l'échelle du territoire et disparaît à l'échelle du monde. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le patrimoine naturel de la Nouvelle-Calédonie. Approprions-nous et respectons nos espaces naturels, c'est ton message? C'est ça, surtout ce genre de milieux qui sont uniques. Il n'y en a pas d'autres. Voilà, c'est déjà impacté par le feu, c'est impacté par la mine. Voilà, cette zone humide, ce périmètre Ramsar et les montagnes qui sont autour, ces dernières forêts humides qui restent, c'est le réservoir d'eau douce, clairement, de la Nouvelle-Calédonie. Et le jour où il n'y aura plus ce réservoir d'eau douce, on dit souvent l'eau source de vie. Pas d'eau douce, pas de vie. Voilà. Merci Nico. Merci à toi. La Nouvelle-Calédonie peut compter sur ses habitants pour préserver son eau douce. Mais le Caillou, comme on l'appelle ici, reste un territoire cerné par l'océan, tourné vers le large.
Et pour veiller sur cet immense écosystème marin, des habitantes atypiques ont trouvé une façon unique d'agir. On les appelle les Fantastic Grandmothers. 7 retraitées passionnées par l'océan qui enfilent chaque jour masque et tuba pour photographier la vie sous-marine. Leurs données sont précieuses pour les scientifiques de Nouméa qui surveillent la santé du lagon. Je poursuis donc ma route vers la baie des Citrons pour aller à leur rencontre. Je m'appelle Aline. Et moi, c'est Marilyn. Et moi, je m'appelle Sylvie. Je suis Cathy. Je m'appelle Monique Z. Je suis Geneviève. Je suis Monique M. Et nous sommes les Fantastic Grandmothers. Le collectif, c'est quoi? C'est un collectif, les Fantastic Grandmothers? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, les Fantastic Grand-mères, au départ, c'était une réunion qui s'est faite ici à la baie des Citrons pour la collecte des serpents auprès de Claire Guaran. Et au bout de cette collecte, nous voilà toutes les 7 rassemblées. Et Rick Shine, qui est avec Claire pour faire une étude sur les serpents marins, nous a surnommés les Fantastic Grandmothers. Et pourquoi est-ce que vous faites ça? Par passion des fonds sous-marins. C'est un endroit qui est extraordinaire parce que d'abord c'est en plein cœur de ville et on a la chance d'avoir des récifs qui nous offrent une biodiversité exceptionnelle. Cette biodiversité comprend pratiquement plus de la moitié des espèces qui sont présentes en Nouvelle-Calédonie. On avait avant la possibilité d'observer les pontes de requins léopards puisque les requins venaient pondre à l'intérieur de la baie des Citrons à 50 mètres du bord. Et on travaillait avec l'aquarium à ce moment-là pour qu'ils puissent venir collecter les œufs et les faire éclore dans l'aquarium. Et nous, notre job, c'était de repérer les pontes, de prévenir les gars de l'aquarium pour qu'ils puissent venir les chercher. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. Quelles sont les menaces qui pèsent sur cet environnement? Il y a d'abord, bien sûr, le réchauffement climatique. Et ça, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Il y a également la pollution, puisqu'on a les évacuations d'eau pluviale qui se déversent sur la baie des Citrons. Donc, à cause du réchauffement climatique, les coraux blanchissent et meurent à la fin si le réchauffement continue. Et un chercheur de l'IRD a trouvé près d'ici, je crois que c'est à Bouraké, des coraux qui s'appellent des coraux résilients et qui peuvent s'adapter au changement de température. C'est-à-dire qu'ils peuvent vivre avec une hausse de température parce que les coraux en général vivent jusqu'à 30 degrés. Au-delà de 30 degrés pendant longtemps, ils meurent. Alors on a Zoé qui est avec nous, qui est en vacances ici avec sa grand-mère. Zoé, qu'est-ce que tu as envie de lui dire justement à ta grand-mère quand tu la vois faire ça là? J'aimerais lui dire que j'espère qu'elle va rencontrer plein de nouvelles espèces de poissons, qu'elle va bien s'amuser à tous les regarder. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui vont écouter ça là? Qu'il ne faut pas polluer la mer. Il ne faut pas jeter tous ces déchets plastiques dans la mer. Il faut laisser les mammifères. On n'en avait jamais fait celui-là. Ça a l'air, il est super. Qu'est-ce que vous avez envie de dire vous aussi là du coup aux gens qui vont écouter ce magazine, qui vont écouter ce podcast? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? De protéger la mer, où qu'on soit, de la protéger, de la respecter. Et puis voilà, c'est ça, c'est pas une poubelle. Donc nous, on fait des opérations, on ramasse des fois, on collecte des déchets, des bouteilles, des canettes, du plastique qui traîne dans la mer, et des filets, comme dernièrement. Voilà, des filets de pêche. Donc protégeons notre lagon et la mer en général. L'une de ces fantastiques grand-mères m'a parlé de coraux capables de résister à des conditions extrêmes. Intrigué, j'ai donc contacté l'IRD qui m'a mis en relation avec Ricardo Rodolfo, le chercheur qui les a identifiés. Bonjour. Bonjour, bienvenue. David. Enchanté, Ricardo. Ce matin, j'ai rendez-vous avec lui à la baie de l'Orphelinat, cap vers le récif, pour en savoir plus sur ces coraux pas comme les autres. Bon, là, on va plonger, on va prendre les petits morceaux qu'on a transplantés il y a un mois. Tu vas tout droit et quand tu arrives sur le récif, tu pars un petit peu à gauche. Et le long du récif à gauche. Parfait. Ouais, On va s'en sortir. Ricardo et sa collègue Magali viennent de se mettre à l'eau. À peine 10 minutes leur suffiront pour effectuer la transplantation corallienne. On prend des coraux dans des récifs où les conditions environnementales sont parfaites
la lumière, la turbidité, etc. Et on les transfère dans des conditions un petit peu plus extrêmes, plus vers la turbidité, ou des endroits où il y a les pH plus faibles, ou moins d'oxygène, et pour voir s'il arrive à s'adapter, s'acclimater à ces conditions. Et c'est en effectuant ces manipulations qu'ils ont découvert presque par hasard, dans un site très particulier, ce qu'on appelle les supercoraux. Alors, les supercoraux, oui, c'est ça. En fait, nous, on cherchait un endroit où ces conditions environnementales sont déjà aujourd'hui différentes que dans un récif normal. Et on l'a trouvé près de la mangrove des Bouraquets. Et on a commencé cette étude en 2016. Et c'est là, on s'est aperçu que cet environnement est vraiment particulier. Je pense que c'est même unique au monde, parce que les valeurs des pH sont bien au-delà de ce qu'on attend à la fin du siècle. La température est plus élevée et il y a moins d'oxygène. Mais pourtant, même avec ces conditions, il y a un récif qui est très très riche, très diversifié. Donc il est en bonne santé. Au début, on ne comprenait pas, parce que si on regarde la littérature scientifique, les mêmes que nous on a publié, ils disent que dans ces conditions, difficilement un corail pourrait résister. Donc ça nous a donné de l'espoir par rapport à ce que les récifs coralliens ils vont faire face à l'avenir. Et on a commencé à étudier, à chercher quel est le mécanisme qui pourrait donner à ces coraux cette résistance aux conditions environnementales. Donc c'est vrai, on a commencé nous aussi à parler des supercoraux. Et petit à petit, je me suis aperçu que les supercoraux n'existent pas. Et c'est un mot qu'on ne devrait pas utiliser, parce que c'est vrai qu'ils sont plus résistants, mais l'idée des supercoraux est qu'ils vont quand même résister face au changement climatique, ils vont sauver les coraux si on les transplante et on va régénérer des récifs en entier. C'est pas la vérité, il ne faut pas vraiment aller dans ce sens-là. Malgré tout, Ricardo reste convaincu que les coraux ne sont pas voués à disparaître. Ce dont il est certain, en revanche, c'est que des espèces plus résistantes vont devoir prendre le relais et que la composition des récifs est en profonde évolution, et aussi que le monde sous-marin de demain sera certainement très différent de celui d'aujourd'hui. En Nouvelle-Calédonie, l'eau est précieuse et fragile, au cœur des préoccupations de tous. Du nord au sud, les habitants s'investissent chaque jour pour protéger leurs rivières, lacs, lagons et récifs coralliens. Tous ces éléments essentiels qui façonnent leur vie et leur territoire. Alors merci à toutes celles et ceux qui ont croisé ma route et à tous les gardiens de l'eau sur qui nous pouvons compter pour préserver ce patrimoine naturel unique. Je suis David Bilbao et vous venez d'écouter Les Gardiens de l'eau en Nouvelle-Calédonie, un épisode du podcast L'eau, notre bien commun, pour Outre-mer la première, coécrit par Léa Coulard et David Bilbao et produit par Natif. La musique est composée par Damien Talavera et la direction éditoriale est de Fabrice Auchard et Célia Cléry.